Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce colloque avec une table ronde qui portera désormais sur les perspectives de l'égalité professionnelle. Nos invités pour cette deuxième table ronde sont Sophie Gauguin, première vice-présidente de la région de Normandie et présidente du groupe de travail Égalité Femmes-Hommes de Région de France, Corinne Hardy, chef des opérations à Sanofi, fondatrice et présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise et membre du réseau TOGAP, et Dominique Verrien, madame la sénatrice, vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances du Sénat. Merci à toutes les trois pour votre présence et votre participation. Avant tout, je vais redonner la parole à Cyril pour nous présenter les enseignements de l'étude qui est publiée ce jour et concernant les étapes qui nous restent encore à parcourir et les leviers qu'il nous reste à mobiliser en matière d'égalité professionnelle. Rebonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de faire assez court pour qu'on puisse laisser le plus de place à l'échange. Et surtout, je vais vous inviter à lire l'étude, bien sûr, qui va être disponible sur l'ensemble des réseaux. Vous y retrouverez tous les éléments qu'on a pu collecter et analyser avec l'ensemble des régions, avec toutes les régions de France. Je rappelle que l'étude est une étude inédite. C'est la première fois qu'on retrouve l'ensemble des initiatives de toutes les régions. Alors, vous voyez les perspectives pour les prochaines années, même si on a déjà beaucoup abordé ces sujets, il va falloir continuer à intensifier les actions. Et je vais m'arrêter sur certaines. D'abord sur la formation des agents, qu'on a mis tout en haut de cette belle pyramide. Il faut vraiment inclure la question de l'égalité au sens large, et bien sûr l'égalité professionnelle, dans les formations, notamment des nouveaux arrivants, ceux qui arrivent dans les administrations, ceux qui n'ont pas forcément la culture territoriale d'ailleurs, vraiment faire en sorte que les nouveaux arrivants, ceux que vous avez réussi à attirer, soient formés aux questions d'égalité, former les managers et former aussi aux questions d'évolution de carrière, vraiment important. Il faut aussi former au-delà de l'égalité. On a commencé à l'évoquer. Il n'y a pas que l'égalité, il n'y a pas que la question du genre, il y a l'ensemble des discriminations. Il faut vraiment former à la question de la relation humaine en tant qu'acteur du territoire, agent de la collectivité. Je m'arrêterai également sur la question de la suppression des écarts en termes de rémunération. Je ne crois pas qu'on l'a encore dit, mais peut-être que les femmes ne négocient pas bien à leur arrivée. Peut-être que les femmes ont un petit peu de mal à se dire, avant d'arriver quelque part, je vais bien négocier mon arrivée. C'est souvent de la planche d'appel d'où on part qu'on a un petit peu plus de mal après à avoir une meilleure rémunération. Et ça ne se voit pas forcément tout de suite. Et puis bien sûr les questions d'accès au métier, les jurys dont on a parlé, à la recherche de potentiel, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs, hein, on est bien dans l'égalité professionnelle. Et puis on a beaucoup parlé tout à l'heure de la question des dirigeants, des dirigeantes, c'est important. Mais l'ensemble des agents, la majorité des agents ne sont pas des dirigeants ou des dirigeantes. Et donc il faut vraiment faire en sorte que l'ensemble des métiers soient accessibles. On parle vraiment d'accessibilité. Au-delà de la pyramide et des mots-clés que vous avez, hein, des grands sujets qui sont décrits dans l'étude, on a mis en exergue 3 points vraiment, vraiment importants. Le portage politique. S'il n'y a pas de portage politique, eh ben, ça risque de s'arrêter. En tout cas, ça peut ne pas démarrer. En tout cas, ne pas s'entretenir. Le portage politique, au plus haut niveau de la collectivité. Le fait de pouvoir mobiliser l'ensemble des services. On est les uns et les autres engagés aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas engagé parce qu'on ne sait pas. Il faut mobiliser les services partout et sur tout le territoire. Et puis il faut des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers aussi. Toute politique publique a besoin de moyens humains et des moyens matériels. Alors je vais essayer d'être le plus vite et le plus rapide possible sans désigner 4 points importants, les 4 grands défis. La pyramide des âges vieillissantes, on en a parlé en introduction. Je le disais tout à l'heure, 50, 55 ans de moyenne d'âge. On a un vrai sujet de pyramide des âges. Alors même si on peut s'épanouir à tout âge, il y a un vrai sujet d'avenir pour les collectivités, les régions en particulier. Il faut bien sûr sécuriser les effectifs et donc les compétences qui évoluent en permanence. Il faut aussi, en effet, concilier le temps de vie. Une vie professionnelle, une vie personnelle, ça a plusieurs temps, mais c'est la même vie. Il faut être en mesure de concilier ça et l'employeur a un rôle particulier, les régions ont un rôle sur leur territoire, ont un rôle en interne. Et puis transmettre les compétences, s'approprier les innovations technologiques. Alors il n'y a pas que l'IA dans la vie, mais l'IA c'est important, la robotique aussi. Vraiment prendre en compte les nouvelles technologies. C'est pas forcément évident à appréhender. Je vais laisser sans doute les personnes qui sont autour de la table en parler, mais vraiment s'approprier les innovations technologiques, quel que soit l'âge. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de dette, dette de genre, mais peut-être que démarrer plus tard sur l'intelligence artificielle, c'est peut-être commencer plus vite à se les approprier, on peut y réfléchir. Et puis, il y a une question de
Il faut donc aussi, ça c'est vraiment l'enjeu important, disposer de bons indicateurs, de bons critères, à la fois pour objectiver les situations, les comparer, et surtout mesurer l'efficacité de ce qu'on est en train de mettre en place. Je m'arrêterai sur un dernier point. Accélérer. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut accélérer sur l'égalité professionnelle. Il faut généraliser. Et il faut pérenniser, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut pérenniser les actions. Il faut aller de l'avant, il faut poursuivre le travail qui est engagé. Et je m'arrêterai là. Merci Cyril. Alors pour commencer ces échanges, d'abord Madame Gauguin, vous êtes juriste de formation et vous avez même débuté votre carrière auprès de Nicole Ameline, ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle. Aujourd'hui vous êtes maire de Dozulé depuis 2008 et première vice-présidente de la région. Quel regard portez-vous sur ces perspectives? Quelles sont les prochaines étapes pour les régions et quelles sont les prochaines étapes pour la région Normandie? Merci beaucoup. Je remercie les intervenantes précédentes et je vous remercie toutes les deux de nous rejoindre, Madame la Présidente et Madame Hardy, pour pouvoir aller encore plus loin. Alors, ce que je retiens, c'est qu'évidemment, le portage politique, et encore une fois, c'est une première pour Région de France, que nous portions collectivement cet enjeu est très important et il faut le maintenir. Je dirais donc, dans ce que vous disiez, monsieur, dans la fin de l'étude, oui, il faut accélérer avec des rôles modèles. Et donc, les élus que nous sommes, et j'aimerais que mes collègues masculins engagés le soient aussi, nous sommes des rôles modèles au travers nos mandats. Ça, c'est un premier point. Et c'est d'autant plus important pour emmener avec nous une dynamique de gestion de ressources humaines quand le politique s'empare du sujet et amène avec lui la direction générale, les directions générales adjointes dans une dynamique transversale et de travailler avec mes collègues. Et ça, c'est, je dirais, un de nos points forts en région Normandie, et comme on est dans le partage, on le partage. C'est-à-dire que j'ai pris l'initiative, sans vraiment trop la demander, de créer un groupe parité au sein du Conseil régional en proposant à mes collègues élus de participer à nos travaux avec les directions sur la base d'axes prioritaires. Et donc d'amener à la fois mes collègues conseillers régionaux dans qu'est-ce que c'est quand on parle de l'égalité professionnelle, parce qu'il y a encore énormément ou bien de tabous ou de préjugés ou d'absence de connaissances, notamment par exemple sur les violences sexuelles et sexistes au travail. Là, c'était un moment très intéressant. Et du coup, d'amener avec nous dans la gouvernance l'ensemble de mes collègues, ce qui fait que dans le plan d'action régional sur l'égalité professionnelle, quand nous présentons le rapport annuel, qui est une obligation légale, mais aujourd'hui ça doit être plus un débat et l'envie d'une collectivité de démontrer ce qu'elle fait. Les premières années, quand je présentais le rapport, c'était juste une présentation de rapport. Maintenant, il y a un débat, c'est-à-dire que comme on partage le constat et les objectifs, eh bien, nous arrivons sur le sport, sur la culture, sur évidemment le développement économique, la formation, etc., à avoir un vrai débat de fond. Donc, la progression, elle est très, très rapide. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il faut encore l'accélérer dans la représentation des modèles et la méthode, parce que comme dans une entreprise, et donc je suis vice-présidente en charge du développement économique, comme ma collègue, j'ai eu quelques... C'était pas une évidence pour le coup. Ça fait 9 ans maintenant, ça l'est absolument plus. Mais je pense que quand j'écrirai un bouquin sur mon parcours de vie, j'aurai quelques anecdotes assez sympathiques à exposer dans justement les rôles modèles et ce qu'on attend de nous. Mais comme justement on est attendu au tournant sur ces questions-là, il faut être rigoureux sur la méthode. Et la proposition que nous faisions en région Normandie, c'est d'avoir de la donnée. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a développé des politiques publiques, d'abord sans le faire savoir, sans les catégoriser, sans en mesurer l'impact, ni même pouvoir les expliquer et en assurer un suivi. Et donc, pour emmener toute la collectivité avec nous, c'est-à-dire plus de 4200 agents, alors on est une région qui reste encore heureusement à taille humaine, je compatis. Mais voilà, il fallait avoir une méthodologie et je crois que c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir des résultats satisfaisants et du coup à amplifier cette transversalité. Donc la prochaine étape, c'est celle-là, c'est-à-dire que comme il faut qu'on soit sur tous les enjeux en même temps dans nos politiques publiques,
On doit relever ensemble avec nos collègues la décarbonation de l'industrie et de l'économie avec la prise en compte des enjeux climat. On doit intégrer l'IA dans nos politiques publiques. Et la manière dont alors d'ailleurs, c'est une question dont l'orientation répond aux besoins. Les jeunes femmes décrochent totalement. C'est-à-dire que c'est pire qu'il y a 25 ans sur la question de la tech. Et on est déjà passé en 50, 13% de femmes sur le digital à seulement 7%. Donc on a un enjeu de préparation des politiques publiques globales, parce que là où elles ne sont pas, elles n'orientent pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment un défi donc, majeur, mais pour nous toutes et nous tous. Hein. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on reproduit les mêmes erreurs 50 ans plus tard sur la science, on recommence. Vous nous direz ce que vous en pensez dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, on a des grands groupes, hein, on a le plaisir de vous accueillir en région Normandie, mais c'est quand même dramatique ce qui se passe. Et du coup, d'emmener avec nous le réseau pour dire il faut aussi tenir sur cet objectif-là. Il ne faut pas le lâcher parce qu'on a bien compris, quand on s'engage sur les questions de parité, que tout est lié. Et c'est Ban Ki-moon qui disait que là où les femmes étaient, le progrès était global. Ben oui. Et donc, il faut être partout et ne pas lâcher cet objectif-là. Donc, le travail en transversalité pour la région Normandie est un marqueur de performance. Et donc, plus on arrivera à quantifier dans nos politiques publiques là où nous en sommes, mieux c'est. Et je dirais que l'égalité professionnelle, pour moi, le plus grand marqueur, c'est un gage de liberté à décider de sa carrière. C'est-à-dire à la fois d'être au top niveau ou de ne pas l'être, mais d'y être bien. Et d'y être bien partout, même quand on est au top niveau. Et l'égalité salariale, c'est aussi un sujet qu'on doit aborder au niveau national, puisque pour moi aussi, c'est une question de dignité et puis de liberté. Et encore une fois, on résoudrait aussi une question de pouvoir d'achat aujourd'hui qui fait défaut à bien des Françaises et des Français si on était sur l'égalité réelle en termes de matière salariale. Donc, on s'y attelle et on casse les codes aussi. Et j'en terminerai par là. Non, mais on a besoin de vous, vraiment. Enfin, il faut casser les codes. C'est-à-dire que dans ma responsabilité de développement économique, et j'ai demandé à porter la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, parce que on y est à peu près hein, sur la partie environnementale. Je veux dire, tout le monde y va. Les grands groupes sont des moteurs et nos TPE, nos PME, on les accompagne. Elles ont besoin d'être accompagnées, mais on le fait. Donc, je pense que sur la partie du les régions sont au rendez-vous. Sur le S, avec les entreprises, on a quand même une grande différence entre ce que sont capables de porter les grands groupes parce qu'elles ont la RH pour le porter, et puis l'entrepreneur dans un département de province qui n'est pas accompagné, qui n'est pas forcément dans un réseau, etc. Donc on a bâti ce réseau pour les femmes. Femmes et Challenge, c'est un réseau de 1400 femmes dirigeantes en Normandie que j'ai lancé avec la première femme présidente d'une grosse CCI industrielle Seine-Estuaire, hein, la chimie, la pétrochimie, etc., le port du Havre. Et ça, c'est une fierté. Et deuxièmement, casser les codes, c'est quoi ? C'est d'amener les chefs d'entreprise à être formés sur les violences sexuelles et sexistes. Pas que les élus, pas que nos dirigeants dans nos administrations, hein, mais les chefs d'entreprise eux-mêmes. Et j'ai été frappée de voir qu'ils découvraient complètement que dans leur comportement au quotidien, en fait, ils étaient dans le cadre de la loi. Et ça, c'était très important. Je pense que ça a été un électrochoc autour de 70 entrepreneurs, et de dire, ah oui, en fait, j'y étais pas dans ce que je faisais dans mon entreprise. Et donc, vous voyez, les passerelles entre le public et le privé, tout le monde a à s'enrichir de bonnes pratiques et de bases de données. Voilà. Donc, on doit être sur tous les défis, y compris celui-là, et de ne pas le perdre de vue. Alors justement, quelle passerelle entre le public et le privé ? Madame Hardy, vous êtes chef des opérations à Sanofi, également conseillère du commerce extérieur de la France, et vous avez fondé et présidé actuellement l'Alliance mixte en entreprise il y a 15 ans, qui compte aujourd'hui les réseaux de 20 grandes entreprises. Alors selon vous, quels sont les enjeux à venir pour l'égalité professionnelle dans le secteur privé ? Est-ce que vous voyez des similitudes, des écarts avec les enjeux propres à la fonction publique territoriale ? Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. Merci pour la qualité des échanges également. Et oui, effectivement, je vous rejoins. On a tout intérêt à échanger entre public et privé. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a quelques différences, mais il y a beaucoup de similitudes et cela fait beaucoup de sens.
Donc, l'égalité professionnelle en entreprise, c'est bien évidemment une question sociétale. C'est bien évidemment avant tout une question d'égalité des chances. Il me semble que le mot égalité, on le voit au fronton de pas mal de nos bâtiments. Donc, c'est avant tout cela qui est très important. Après, en entreprise, c'est vraiment une problématique qui est multifactorielle et qui est complexe. Multifactorielle, elle est drivée par un certain nombre d'éléments externes. Les entreprises, surtout les grandes entreprises, sont soumises à un certain nombre de lois, par exemple la loi de Mme Rixain, sont soumis également à la demande de leurs investisseurs, sont soumis à la fois à une demande, j'allais dire, sociétale, qui sont donc déjà des facteurs externes. Il y a également des facteurs internes qui sont en particulier la gestion des talents ou la demande des salariés. Et je voudrais insister également sur un facteur qui est excessivement important, qui est la question de gouvernance, de partage de pouvoir. Une entreprise privée, elle est là pour créer de la valeur, elle est là pour générer des profits afin de pouvoir innover, afin de pouvoir se développer. Elle est là pour prendre des bonnes décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut une bonne gouvernance et il faut un bon partage de pouvoir. Donc c'est quand même un facteur central de l'égalité professionnelle en entreprise. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans partage du pouvoir. Et on a beaucoup d'études qui montrent qu'une société avec une gouvernance partagée est bien plus efficace. McKinsey avance le chiffre de 20% de rentabilité supérieure lorsqu'il y a une gouvernance partagée. BCG avance le chiffre de 80% d'innovation en plus. Ce sont quelques exemples. Les études s'accumulent, montrant qu'une société, bien évidemment, avec une gouvernance partagée, est plus performante. Alors, en termes de levier, j'aurais pu en prendre beaucoup. J'en ai choisi 7 en 5 minutes. J'en ai choisi 7 sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est déjà le partage de la gouvernance. On commence par là. S'il n'y a pas une impulsion à la tête de l'entreprise pour avoir une gouvernance partagée, c'est très difficile d'y arriver. Alors, où en sommes-nous au niveau des chiffres ? Donc, les chiffres viennent juste d'être publiés sur l'année 2024. Au sein du CAC 40, il y a 28% de femmes dans les COMEX. 28% de femmes dans les COMEX, c'est pratiquement 3 fois plus que ce qu'on avait voilà 10 ans. Donc, il faut en être conscient. On est parti de 9,5% en 2014, on en est à 28%. Grâce à plein de facteurs, la loi de Mme Rixain nous a beaucoup aidés, ce que l'on a fait à l'intérieur des entreprises également. Donc ça, c'est positif. On a 5 entreprises qui sont déjà au-dessus de 40% et on en a 14 qui sont entre 30 et 40%. Donc c'est un chiffre important parce que ça veut dire que la moitié des sociétés du CAC 40 sont déjà aux objectifs fixés par la loi de Mme Rixain en 2026. Et on va continuer. Après, le diable se niche dans le détail parce que, en fait, on a observé que cette augmentation des femmes dans les COMEX, on a rajouté des chaises autour de la table. Par exemple, entre 2023 et 2024, 15 membres de COMEX en plus au sein du CAC 40. 16 femmes qui sont arrivées, un homme qui est parti. Donc on rajoute des sièges autour de la table et quelquefois, malheureusement, ces sièges, ce sont encore des strapontins. Donc on a quand même beaucoup de femmes qui se concentrent dans les fonctions support. Don't get me wrong, c'est important, les fonctions support, mais quand même, c'est assez révélateur parce que le partage du pouvoir, il se fait quand même beaucoup lorsqu'on gère des PNL. Voilà, donc ça c'est la question, j'allais dire, de la féminisation des instances gouvernantes. Ce qui est lié, et plusieurs intervenantes y ont fait référence en termes d'enjeux, c'est ce phénomène massif qu'on appelle l'opting out. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'opting out, c'est ce phénomène qui fait que des femmes qualifiées plutôt seniors quittent relativement de manière nombreuse les entreprises privées, lassées, j'allais dire, par un certain nombre d'expériences et compte tenu du fait que, comme on parle de plus en plus d'égalité, il y a un décalage peut-être un petit peu difficile à supporter. Donc c'est un phénomène qui arrive juste au moment où, en plus, on voudrait arriver à trouver plus de femmes pour occuper des postes de direction.
Un autre point, pas négligeable du tout, c'est quand même les différences de salaire. Alors, le chiffre que j'utilise, ce n'est pas le chiffre de 15% que l'on voit quelquefois, c'est le chiffre de 4,3%. 4,3%, c'est lorsqu'on compare toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à poste, temps de travail, équivalent. Il y a encore 4,3% de différence de salaire dans le privé. Et ce qui est un petit peu inquiétant et intéressant à remarquer, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie, plus les différences de salaire s'accroissent. Et elles arrivent à atteindre des niveaux assez abyssaux, je crois qu'on dit abyssaux, lorsqu'on arrive dans les postes de direction. Et corrélé à ces différences de salaire, il y a les différences d'évolution. Parce que, OK, Claire et Jean, ils ont le même salaire, sauf que Claire, elle sera encore dans le même poste dans 10 ans, et Jean, dans 3 ans, il est ailleurs. Donc, il y a salaire, je ne le décollerai pas de la problématique d'évolution, en fait. Bien sûr, la culture d'entreprise, les stéréotypes. Il y a aussi quelque chose qui me frappe énormément, c'est ce qui se passe dans le domaine des investissements. 84% des présidents de board d'investissement sont des hommes. Il n'y a que 2% des fonds levés qui vont à destination de start-up créées par des femmes. Ça, c'est majeur. Et lorsqu'elles lèvent les fonds, généralement, les femmes lèvent 4 fois moins de fonds que les hommes. Toutes ces données, elles viennent d'une association qui travaille beaucoup sur ces domaines, qui s'appelle Sista. Et vraiment, il y a un gros problème d'investissement, j'allais dire, non genré. Voilà. Les 2 derniers points. Alors, on a vraiment un problème dans l'industrie. On a vraiment un problème de féminisation de l'industrie. 28% des effectifs de l'industrie sont des femmes. Donc, c'est très peu. Et ce qui me frappe, c'est lorsqu'on regarde les 2 extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a seulement 20% de dirigeants dans l'industrie qui sont des femmes. Et on n'a jamais dépassé en France les 20% d'ouvrières. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement, j'allais dire, à un endroit précis, c'est vraiment dans l'ensemble de l'industrie, au niveau ouvrier, au niveau direction. Et là, c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique parce qu'il y a des sociétés qui vraiment font des efforts très importants pour féminiser leurs effectifs. Mais si on n'a pas le levier, si, par exemple, là, les écoles d'ingénieurs, le taux de femmes dans les écoles d'ingénieurs ne monte plus. On en est à 32% depuis des années. Il ne décolle pas. Il a même reculé cette année à Polytechnique. C'est dramatique. C'est dramatique et ça atteint même des pourcentages encore plus faibles, 17% dans le numérique ou dans les transports. Donc c'est dramatique non seulement au niveau, j'allais dire, des jeunes, parce qu'on a un véritable problème de formation. Les jeunes filles s'orientent massivement vers des métiers qui sont quand même relativement genrés. Donc on a un problème de formation des jeunes, mais au-delà, on a peut-être aussi un problème également de comment est-ce qu'on donne plus de perspectives tout au long de la carrière pour pouvoir éventuellement migrer vers d'autres formations. Et le dernier point, c'est la mesure de l'égalité, et qui est d'ailleurs le chantier prioritaire de l'âme en 2025, qui est comment est-ce qu'on mesure l'égalité. Et je trouve que c'est un angle mort depuis plusieurs années. Alors certes, on a des indicateurs, j'allais dire, législatifs, loi Copé-Zimmermann, loi Rixain, la CSRD, les 2 directives européennes qui arrivent. Donc on a vraiment beaucoup, j'allais dire, d'indicateurs, j'allais dire, législatifs, légaux. On en a même sans doute trop et pas assez alignés. Et d'un autre côté, on manque visiblement encore, j'allais dire, d'outils de pilotage performants sur la mesure de l'égalité dans son ensemble, pas seulement au niveau des directions. Voilà, donc je pourrais en citer d'autres, mais je vais m'arrêter là. Donc multifactoriel, des enjeux complexes, des sujets stratégiques, ce qui fait qu'il faut vraiment s'en occuper de manière également stratégique, comme une autre question stratégique dans l'entreprise. Voilà.
Merci beaucoup. Madame la sénatrice, vous connaissez finement les territoires, vous avez été maire mais également conseillère régionale, vous êtes sénatrice depuis 2017. Alors, la délégation aux droits des femmes du Sénat que vous présidez s'est penchée ces dernières années sur les enjeux de la santé des femmes au travail, de la parité dans la haute fonction publique et également de la mixité dans l'entreprise. Alors, à la lumière de ces différentes interventions, de la présentation de cette étude et de ces échanges, et en lien avec les travaux de votre délégation, quel regard portez-vous sur ces perspectives? Est-ce qu'à votre sens, le législateur doit à nouveau se pencher sur le sujet de l'égalité professionnelle? Merci beaucoup. Alors, c'était très intéressant. Je suis totalement en phase avec ce que vous avez dit l'une et l'autre. Clairement, est-ce qu'on doit progresser? Oui. Est-ce que ça doit passer par la loi? Pas forcément, mais peut-être. Sur les lois, c'est vrai que des choses ont été faites. Vous parliez de la loi de Marie-Pierre Rixain qui fait progresser, disons, après la loi Copé-Zimmermann. Nous-mêmes, pour la partie publique, au niveau du Sénat, nous avons porté un texte qui est devenu loi sur la parité dans la haute fonction publique, élargissant le nombre de postes, où on imposait ces quotas de 6 000 à 20 000 postes, en créant un index également, etc. Parce qu'il est vrai qu'on ne doit pas toujours passer par l'obligation, mais ça aide bien. Et d'ailleurs, la loi Copé-Zimmermann, on l'avait bien vu, et les entreprises étaient assez rapidement arrivées aux 40%. Par contre, effectivement, c'était au niveau des conseils d'administration, c'était pas vraiment descendu en dessous. Et ça, c'est le sujet de Marie-Pierre Rixain. Par contre, c'est pas parce qu'on impose que c'est facile à faire. Et là, je vous rejoins sur le problème du vivier. Parce qu'il faut forcément réfléchir à comment on travaille sur le vivier. Et alors, je me suis promis... je suis ingénieure en travaux publics. Donc, vous imaginez bien, c'est un métier féminin. Et quand j'étais moi-même à l'école, nous étions 10% de filles dans ma classe en travaux publics. Et aujourd'hui, il faut absolument que j'aille les voir parce que je ne comprends pas comment ils ont obtenu leurs chiffres, parce qu'ils sont arrivés, alors ça j'ai compris, à 25% quand ils ont créé la formation bâtiment, donc ingénieur, architecte. Et là, tout d'un coup, ils ont vu les femmes arriver. Mais ils me disent que maintenant, ils arrivent pas loin de 50%. À l'école spéciale des travaux publics, je demande à voir, mais je vais effectivement aller voir pour comprendre. Alors, Marie-Pierre Rixain, là aussi, pousse les écoles à mieux recruter, à mettre des femmes dans les jurys. Parce que on a une devise à la délégation aux droits des femmes, c'est « comptez-les pour qu'elles comptent ». C'est-à-dire que si personne ne compte, ne compte comptablement, personne ne se rend compte qu'on n'a pas de femmes. On avait fait, je fais une petite digression, mais on avait fait un rapport sur les femmes dans les médias, entre autres les médias audiovisuels. Et alors on avait commencé avant le Covid et on a fini après le Covid. Ah bah notre titre, ça a été tout trouvé. Il suffira d'une crise pour les faire toutes disparaître. Toutes disparaître. Et il a fallu heureusement que quelqu'un qui s'appelait le CSA, qui est devenu l'ARCOM, compte comptablement pour se rendre compte qu'elles avaient disparu et que tout d'un coup on les remette. Maintenant, les remettre, il faut aussi les remettre qualitativement, c'est-à-dire que quand on a une inondation, entre l'expert, monsieur l'expert qui explique comment on a l'inondation, comment on va s'en sortir après, et madame qui est avec sa serpillière en train d'écoper, c'est pas la même valeur du discours, même si c'est le même temps de parole. Donc, effectivement, il faut qu'on travaille là-dessus. Et ça ne nécessite pas que la loi. Et donc, sur le vivier, c'est vrai que c'est les écoles. Et d'ailleurs, alors, nous sommes en cours, en ce moment, au niveau de la délégation, en train de travailler sur Femmes et Sciences. Qu'est-ce qui fait que les petites filles décrochent entre le début et la fin du CP pour les maths? C'est que dans leur tête. C'est que dans leur tête. Parce qu'en vrai, elles sont aussi bonnes que les garçons, sauf qu'il y a un moment, on leur dit que c'est pas pour elles. En CP. Donc on a un vrai travail à faire, parce que si on veut avoir du vivier, si on veut avoir des femmes ingénieures, il va bien falloir que ça se débloque là. Donc l'éducation est fondamentale. L'éducation, d'ailleurs, les VARS dont on parle beaucoup, l'éducation à la vie affective et sexuelle, et relationnelle et sexuelle, il y a le relationnel qui est très important aussi et qui est à apprendre dès la maternelle que petites filles et petits garçons, on a vraiment les mêmes choses, les mêmes chances, les mêmes possibilités. Et que, alors bon, après ça peut être cassé en famille, c'est pas suffisant de le faire à l'école, mais déjà essayons de le faire à l'école, ne nous censurons pas sur ces sujets-là. Donc voilà, ça c'est très important et ça passe pas que par la loi. Ensuite,
qu'est-ce qu'il est nécessaire encore de faire? Alors, qui ne passe pas par la loi. On a fait, vous l'avez dit, un rapport femmes et santé des femmes au travail. Alors, je vous ai dit, je faisais des travaux publics. Donc moi, j'ai commencé en 90 sur un chantier de route. On me confie un J9. J'avais le choix entre m'asseoir ou toucher les pédales. Mais je ne pouvais pas faire les deux. Donc j'ai appris à conduire en touchant les pédales et en appuyant mes fesses sur le siège. Je me dis, en 2023, ce problème est réglé. Quand même, ça fait un peu de temps. Eh bien non, le problème n'est pas réglé. Tu as raison, Laetitia. J'ai rencontré une femme agricultrice. Pour un Manitou, ça se débloque quand on s'assoit dessus. Ah oui, mais quand on s'assoit dessus et qu'on est un homme, parce qu'elle est obligée de sauter 3 fois dessus pour que ça se débloque. C'est pas adapté. Or, des femmes agricultrices, on sait qu'on en a. Et si on veut avoir des femmes dans les travaux publics, dans le bâtiment, va falloir peut-être s'adapter. Les chaussures de sécurité en 90, on cherchait des chaussures. Je fais du 36. Trouver des chaussures de sécurité en 36. Eh ben, il y a quand même quelqu'un qui avait réussi et qui avait pensé pour l'industrie. On avait des chaussures de sécurité avec des talons. Parce que tout le monde sait bien que les femmes portent des talons. Que 36, c'est forcément pour une femme, donc on fait des chaussures de sécurité à talons. Il y a quand même des gens qui ont pensé à ça. Donc, donc, et alors, figurez-vous que en 2023, notre rapport de 2023 montre toujours les mêmes choses. Donc, effectivement, tout ne passe pas par la loi. Il faut juste réfléchir. Et alors, donc, quand je disais la première devise, c'est compter les pour qu'elles comptent. La deuxième, c'est tout ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes. Parce que quand on adapte quelque chose pour une femme, eh ben, on l'adapte aussi pour un homme qui est petit. Quand on adapte quelque chose pour quelqu'un qui s'est cassé une jambe, enfin, ou qui a un fauteuil roulant, on l'adapte pour quelqu'un qui se casserait une jambe et qui momentanément sera handicapé. Donc voilà, tout ne passe pas par la loi, mais ça peut aussi passer par la loi. Et en tout cas, on est là, nous, pour pousser, n'est-ce pas, Madame la Ministre, s'il votre arrivée, pour pousser et pour que ça puisse se faire. Et donc, sur la loi, effectivement, on va avoir un travail à faire avec les entreprises, qui est déjà commencé par le gouvernement, qui est l'adaptation de la directive européenne. Et qui va nous permettre, parce que nos indicateurs, nos index ne sont pas forcément les plus performants, mais on va avoir l'occasion là de les corriger et de voir comment on fait pour que, main dans la main et sans créer une usine à gaz, on puisse travailler avec les entreprises. Parce que de toute façon, pour les entreprises privées, c'est leur intérêt, puisque, vous l'avez dit, elles sont plus performantes quand il y a une gouvernance partagée. Et c'est vrai qu'on ne le mesure pas, parce qu'on n'évalue pas assez nos politiques publiques. On ne mesure pas au niveau du public la même chose. Et pourtant, on devrait aussi évaluer la présence des femmes qui souvent, en fait, la présence de la parité, la présence de la diversité, qui souvent est source de richesse dans les entreprises privées, mais de réussite aussi dans les entreprises publiques. Et ça, il faudrait qu'on arrive à l'évaluer un petit peu mieux. Donc, s'il y a un vrai progrès à faire, c'est évaluer pour pouvoir mieux progresser et mieux programmer. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose peut-être de terminer par une dernière conclusion, chacune. Peut-être Madame Hardy, si vous vouliez réagir, et peut-être, voilà, quel est votre point d'attention, votre point d'alerte peut-être pour le futur, pour le secteur privé? Alors, je suis tout à fait d'accord et je suis très contente d'entendre qu'effectivement, on va travailler pour améliorer cette mesure de l'égalité, donc qui, encore une fois, est vraiment le chantier clé de l'âme en 2025. Alors, pour répondre à votre question, donc la situation dans les entreprises privées, elle est éminemment variable. Elle dépend beaucoup, avant tout, de la volonté des dirigeants. Sur les points négatifs, je pense qu'il y en a 5. Le premier, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, c'est tout ce qui se passe aux États-Unis, le backlash dans les entreprises. Ça se passe aux États-Unis, c'est en train d'arriver. J'ai échangé avec des patronnes US et Canada, elles sont vraiment inquiètes. En particulier, les entreprises sont obligées de signer des documents attestant qu'elles abandonnent leur politique de diversité et inclusion pour continuer à avoir des contrats d'État ou des prestations avec les... Et bien sûr, il y a un effet ricochet en Europe sur les filiales américaines. Donc ça, c'est très inquiétant. Le deuxième, c'est briser un petit peu le stéréotype qu'on peut avoir sur les jeunes générations. On a fait, au sein de l'Alliance pour la mixité en entreprise, l'année dernière, une étude pour évaluer les priorités et les perceptions des différentes générations sur l'égalité professionnelle.
Les conclusions de notre étude vont dans le même sens que le rapport du Haut Commissariat à l'égalité. Il y a quand même un certain nombre de jeunes qui ne sont peut-être pas aussi progressistes qu'on peut le croire, j'allais dire. Donc là, il faut un petit peu, j'allais dire, en prendre conscience et ne pas véhiculer le stéréotype. Il n'y a qu'à laisser les jeunes arriver en entreprise et tout va s'arranger. Ce phénomène d'opting out, dont j'ai parlé tout à l'heure, je trouve que c'est un problème qui est sous-évalué, dont on ne parle pas assez, on ne s'occupe pas assez. On commence aussi à voir arriver des réactions, en particulier dans les hommes du middle management, dans nos entreprises, qui disent bon, maintenant, il n'y en a plus que pour les femmes. Donc, il faut vraiment écouter, prendre en compte ce qu'on entend de la part d'un certain nombre d'hommes et l'intégrer, parce que ce n'est pas les femmes contre les hommes. On réussira ensemble, hommes et femmes ensemble. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce problème de formation. J'ai insisté beaucoup sur les challenges, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a aussi quand même des points positifs. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en entreprise et on va continuer à pousser pour qu'on continue à en faire. Merci. Madame Gauguin, peut-être un mot de la fin pour les régions. Je salue l'arrivée d'Aurore Berger, ministre qui nous rejoint aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir. Vous étiez en Normandie et je n'ai pas pu être là parce que difficultés économiques du moment m'avaient amené auprès d'une entreprise. Mais merci d'être à nos côtés aujourd'hui. D'abord, c'est une première, donc on va continuer. C'est-à-dire le fait que les régions assument et accélère l'égalité et la manière dont elle porte des politiques publiques transversales, ça va être pour nous un nouveau démarrage, un nouveau défi. Je crois beaucoup dans ce que nous avons dit ce matin, c'est-à-dire le partage des bonnes pratiques. La loi est dans son rôle quand elle permet à la société d'aller plus de l'avant parce qu'elle n'avance pas forcément elle-même au rythme qu'elle le devrait. Mais l'échange de bonnes pratiques est pour nous aussi un effet de levier. Ça n'a d'impact que si c'est mesuré. Et donc, la qualification de l'index pour les régions que nous avons pu mettre en place et qui est toute récente, nous permet de mieux nous situer, donc de mettre tous les points positifs en exergue et les déployer, de voir là où il faut qu'on soit plus performant. J'ai le plaisir du coup de dire et d'avoir pu dire à mes collègues que nous avions un index de 97 sur 100 en région Normandie. Alors, tout n'est pas parfait, mais je crois que la transversalité nous a beaucoup aidé justement dans le portage de nos politiques publiques. De remercier nos parlementaires aussi, et je crois qu'on va avoir besoin les uns des autres. J'appelais de mes voeux dans l'introduction que l'échelon national regarde ce que font les collectivités territoriales, parce qu'il y a énormément de bonnes initiatives et qu'on est obligé d'être dans la culture du résultat et du coup sur l'idée de dire il peut y avoir de l'incitation. Je pense qu'on a de bons moyens de le faire. Et un dernier point, parce que je m'occupe du développement économique et c'est particulièrement important, on évoquait la tech dans les stéréotypes. Je me suis fâchée avec les banques tout dernièrement parce que pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et donc la reprise d'entreprise, l'enjeu industriel pour la France, l'autonomie, on ne peut plus avoir des conseillers d'affaires qui bloquent avec des questions encore d'un autre temps sur la capacité des femmes à pouvoir porter l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, on a besoin aussi certainement que l'État emboîte le pas sur ce qu'on constate sur le terrain. Donc, merci à mes collègues des régions de travailler avec nous et à vous, mesdames. Et le trio gagnant, territoire, échelon national et entreprise, c'est comme ça qu'on avance. Merci à Région de France d'avoir permis ces échanges.